amis, chantons la victoire du Front populaire. Alors, aujourd'hui, on va faire la correction de votre exercice que je vous avais envoyé sur le Front populaire. Donc, je vais essayer de me mettre un petit... Hop. Hop. Et on notera au fur et à mesure la correction et je vous enverrai une correction finale. Mais comme ça, on va pouvoir expliquer et revenir. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, on pourra revenir dessus. Alors déjà, on va revenir sur le premier document. Je vais me reculer un tout petit peu. Hop. Voilà. Alors, le premier document, déjà, si on regarde ce que c'est, d'après Simone Veil, La vie et la grève des ouvriers métallos, 10 juin 1926, recueilli dans La Condition ouvrière 1951. Donc, édition Gallimard, ça veut dire que c'est un livre, c'est pas un journal. Comme on en voit régulièrement, on travaille beaucoup sur des articles. Là, c'est vraiment un extrait de livre, donc quelque chose qui a pris beaucoup plus de temps. C'est un témoignage, mais qui n'est pas pris forcément sur le vif. Peut-être qu'elle avait noté des choses, mais c'est pas un témoignage du tac au tac. Puisque vous voyez, 1951, on est quand même presque 20 ans après les faits. Alors, les grèves de mai-juin 1936. Pourquoi les ouvriers n'ont-ils pas attendu la formation du nouveau gouvernement? On n'a pas eu la force d'attendre, se tenir debout, prendre la parole à son tour, se sentir des hommes pendant quelques jours, indépendamment des revendications, cette grève est en elle-même une joie. J'ai été voir les copains dans une usine où j'ai travaillé, il y a quelques mois, joie de pénétrer dans l'usine avec l'autorisation souriante d'un ouvrier qui garde la porte, joie de trouver tant de sourires, tant de paroles d'accueil fraternel. Joie d'entendre, au lieu des fracas impitoyables des machines, de la musique, des chants et des rires. Joie de passer devant les chefs la tête haute. Pour la première fois et pour toujours, il flottera autour de ces lourdes machines d'autres souvenirs que le silence, la contrainte et la soumission. Alors, si on regarde un petit peu le champ lexical qui est utilisé dans ce texte, on voit qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté la joie de la grève, un nouveau sentiment, quelque chose qui n'existait pas jusque-là. C'est-à-dire que les ouvriers s'approprient leur usine. L'usine, de base, appartient au patron, aux responsables, c'est-à-dire les bourgeois, ceux qui ont l'argent pour créer les entreprises. Les ouvriers sont ceux qui y travaillent. Et là, en fait, les ouvriers ont décidé de faire grève pour réclamer des réformes en leur faveur, pour que leurs conditions de travail et de vie s'améliorent. Donc vous avez ici toute une partie du champ lexical de la joie, qui est répété plusieurs fois. Et on met des choses positives. D'entendre la musique, les sourires, les chants. Voilà, on a vraiment des mots comme quoi ça montre la bonne humeur. Voilà, tout simplement. Ensuite, à la fin du texte, on a quelque chose qui montre ce qu'est l'usine d'habitude. De lourdes machines, le silence, la contrainte et la soumission. Il faut se rappeler que au début du XXe siècle, le patron, il a quasiment tous les pouvoirs dans son entreprise. On n'a pas les congés payés, les syndicats sont parfois très mal vus, mais on a déjà une lutte syndicale très très forte pour essayer d'améliorer les choses, mais ça n'empêche que c'est le patron qui décide, et il peut vous employer comme ça. Le notion de CDI, CDD, vous êtes embauché tant que le patron veut bien de vous. En gros, c'est ça l'idée. Donc voilà, on a deux champs lexicaux, quelque chose de très positif qui est lié à la grève, et quelque chose qui est beaucoup plus négatif, c'est-à-dire l'usine en règle générale. À côté, on a quoi? Les grévistes de l'entreprise, l'accessoire de précision, fabrication d'accessoires automobiles, photographie, le Valois-Perret, début juin 1936. Alors, le Valois-Perret, c'est une ville où il y a beaucoup d'usines en rapport avec les voitures, encore aujourd'hui, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, il y a encore pas mal d'entreprises qui sont situées là-bas. Et on voit donc sur cette photo les employés, les différents employés, avec au milieu, je vais m'approcher un petit peu, un panneau avec marqué les grévistes de l'accessoire de précision, le Valois, 10e jour, 1936. Voilà, c'est pour montrer que c'est un mouvement qui dure, qui ne dure pas seul, qui n'a pas été seulement d'une journée de grève, mais vraiment une période longue, donc là on est au 10e jour. Et si vous faites attention ici, on a des symboles importants, et on va les chercher. Ce serait bien que vous me trouviez. C'est quoi ça? Ce sont les symboles en rapport avec le communisme. La faucille et le marteau, c'est les symboles du communisme, l'idée de mettre en avant le pouvoir des ouvriers, le pouvoir du peuple face à la bourgeoisie. Du peuple
du peuple ouvrier, hein, parce que la bourgeoisie fait aussi partie du peuple. Voilà. Premier document, on a analysé un minimum. Deuxième document, on a une de journal, donc qui date, est-ce qu'il y a la date précise, est-ce qu'on la voit? Oui, lundi 8 juin 1936, donc c'est le journal de l'Humanité, la victoire est acquise, l'accord réalisé entre les délégués syndicaux patronaux et les représentants de la CGT, donc la CGT ça doit vous parler, c'est un syndicat qui existe toujours. Voilà, on a différentes informations sur les accords de Matignon. On reviendra après sur ce que c'est que les accords de Matignon. Ensuite, troisième document, les 3 leaders du Front populaire, le 14 juillet 1936. Donc, c'est une photo, alors qui a été détourée, hein, il devait y avoir un fond, mais on a juste pour l'instant les personnages. Donc, Léon Blum, Daladier, donc il y a un autre personnage important des partis de gauche, et Thorez, qui c'est pareil, qui fait partie du PCF. Donc PCF c'est Parti communiste français, SFIO je vous l'ai mis dans le cours, c'est l'ancêtre du Parti socialiste. Et les radicaux, c'est proche du centre-gauche. Aujourd'hui, on va dire, si on comparait... quelle personne... ça pourrait presque être Manuel Valls, mais je sais pas si ça va vous parler forcément. On va dire que Léon Blum, ça pourrait être Parti socialiste, bah, c'est François Hollande, par exemple. Torres PCF, qui est-ce qui était à la tête du PCF? On va regarder. Alors, PCF. Aujourd'hui, le Parti qui est-ce qui gère le PCF? On va regarder ça, Wikipédia, notre ami, c'est bon, voilà. Alors, qui est-ce qui gère le PCF? Le secrétaire national, donc c'est Fabien Roussel. Voilà, vous voyez sa petite tête. Je ne le connais pas, très honnêtement, je ne vais pas vous dire de ziz. Je ne connais pas tous les dirigeants actuels de tous les partis politiques. J'en connais certains. Mon document. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a les principes et réformes du Front populaire. Donc vous avez un petit tableau qui reprend catégorie par catégorie les lois qui ont été instaurées, c'est-à-dire les réformes. Donc, droit des salariés dans l'entreprise, reconnaissance de la liberté syndicale, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les employés ont le droit de se syndiquer librement. Ils n'ont pas à prévenir le patron, ils n'ont pas à tenir compte de son avis. Délégué du personnel élu, c'est-à-dire que dans les entreprises, on va avoir des représentants qui sont élus, comme vous avez les délégués de classe, et ben on a des représentants du personnel qui sont élus dans les entreprises. Et on a la mise en place de conventions collectives. Alors, vous savez, convention collective, accord entre les syndicats et les patrons pour définir les conditions de travail des salariés dans les entreprises. Les conventions collectives, elles peuvent être locales, c'est-à-dire qu'en fonction des différents métiers qu'on peut faire, et ben vous n'avez pas les mêmes accords. Les conventions collectives sont souvent définies par branche. Par exemple, en coiffure, on n'aura pas la même convention collective qu'en restauration. Voilà. Ensuite, loi sociale, semaine de travail de 40 heures au lieu de 48. Aujourd'hui, on est à 35 heures. Donc, vous voyez, avant 1936, on était à 48 heures par semaine. Et on travaillait 6 jours sur 7. Il n'y avait que le dimanche qui était chômé. Donc, ça faisait quand même beaucoup d'heures. Ensuite, donc on passe à 40 heures, ce qui est déjà beaucoup mieux. 2 semaines de congés payés annuels. C'est nouveau. Avant, si vous deviez prendre des congés, vous n'étiez pas payé. Donc c'était pour les gens lambda, c'est-à-dire pour les ouvriers, pour les salariés, on ne prenait pas de vacances tout simplement parce qu'on n'avait pas les moyens de s'arrêter de travailler pour se reposer et du coup ne pas avoir d'argent. Ensuite, billets de chemin de fer à tarif réduit pour les congés payés. À cette époque-là, le chemin de fer, c'est la façon la plus simple de se déplacer rapidement. On a un petit peu de voiture, mais tout le monde n'en a pas. Et on ne prend pas l'avion comme on prend l'avion aujourd'hui. Donc, la meilleure façon de se déplacer, et notamment d'aller vers les plages, puisque c'est souvent les gens des villes qui vont vouloir aller vers les plages pour prendre le grand air, eh bien, on y va avec le train. Je vais vous montrer, hop, affiche, train, vacances 1936. Est-ce qu'on va en avoir ce matin? Hop. Par exemple, ça c'est pas mal. Tac tac, j'aimerais bien voir l'image en plus gros. Alors, voilà. Les gages de belles vacances, billets de famille, aller et retour en circulaire, donc c'est-à-dire le train, on va dire.
vous aviez des réductions très importantes de personnes payées plein tarif et après vous aviez de nombreux avantages, notamment pour les familles nombreuses. Je vous rappelle qu'en 1936, il n'y a pas la contraception, les familles n'ont pas 1, 2 enfants généralement, elles ont plein d'enfants et du coup partir tous ensemble ça coûte cher. Et les chemins de fer font en sorte de réduire les tarifs pour que les gens puissent partir en vacances. Donc c'est nouveau, les gens vont découvrir les vacances payées. Après, il faut payer le logement, mais voilà, le fait de partir loin de son travail tout en étant payé. Ensuite, économie, nationalisation des compagnies de chemin de fer, création de la SNCF. C'est-à-dire qu'avant, les chemins de fer, c'était une entreprise privée. À partir de 1936, on crée la SNCF, c'est-à-dire que les trains sont entreprises publiques. Aujourd'hui, on est plutôt dans la tendance inverse, on va vers une privatisation des entreprises publiques. Par exemple, la Poste, qui a longtemps été une entreprise publique, est aujourd'hui une entreprise privée dont les capitaux sont détenus en majorité par l'État. C'est une subtilité, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent à la Poste ne sont plus des employés de l'État. Ils sont des employés d'une entreprise privée. Voilà. Économie toujours, nationalisation de l'industrie d'armement. Alors ça, c'est parce qu'en 1936, on sent que la guerre n'est pas loin. C'est pas encore déclaré, mais on se dit qu'il vaut mieux avoir sous la main l'armement de disponible et dirigé par l'État que par des actionnaires privés qui pourraient décider de fournir des armes aux ennemis plutôt qu'à leur propre pays. Parfois, pour l'argent, on fait des choses pas bien. Et enfin, scolarité obligatoire de 13 à 14 ans, c'est-à-dire qu'avant, on a vu avec les lois Jules Ferry que l'école était obligatoire de 6 à 13 ans, on passe maintenant à 14 ans. C'est pas une grande avancée, mais c'est toujours ça de prix. Ensuite, le 5e document, donc c'est un texte toujours issu de La rencontre des hommes, écrit par Benigno Cáceres, avec une image, voilà, on a une affiche comme je vous ai montré, billet de week-end, 40 à 50% de réduction, grand réseau de chemin de fer français, et qu'est-ce qu'on voit? Un bateau, la campagne, l'idée que la population va aller profiter du balai, du grand air et quitter les villes qui sont très très polluées. On est vraiment dans la période de la révolution industrielle où c'est pollué partout. Alors, les grèves sont terminées. C'est la semaine de 40 heures, pardon. Samedi, je pourrais lire. Mieux, peut-être. Mon vélo est vieux, mais il roule. Pendant 2 jours, avec les camarades, on pourra partir sur les routes. Partir sur les routes, nous aussi. Et puis, on va avoir 12 jours de congés payés. 12 jours où la journée sera gagnée le matin en se levant. On a même un ministre des loisirs. C'est le Premier ministre, donc je suis sûre de retenir le nom. Léo Lagrange. Des mots nouveaux qu'on osait imaginer deviennent vivants. Loisirs culturels. Excusez-moi. Loisirs culturels, loisirs touristiques, loisirs sportifs. Ce texte date de 1950, mais il parle de la période de post-1936. On a vraiment ici un champ lexical des vacances. Les vacances et le repos, le fait d'avoir du temps pour soi. Là, elle dit « Samedi, je pourrais lire ». Ça veut dire qu'il a son samedi de libre. Avant, ce n'était sûrement pas le cas. On peut maintenant prendre du temps pour soi. Et en fait, le Front populaire invente le temps libre. Le temps de s'occuper de soi et de s'amuser. Et pas uniquement de travailler ou de nourrir sa famille. Et enfin, le dernier document, la réaction des bourgeois caricaturés. Donc c'est un dessin de Dubosc, donc un dessinateur. Les méfaits des congés payés, dessin de 1936. Donc on voit une caricature avec, au premier plan, un couple de bourgeois, un petit peu caricaturé. Donc la dame, elle a une petite tenue avec des petites épaulettes, le petit chapeau, les petites lunettes qui montrent vraiment ce côté, voilà, un petit peu bon chic, bon genre. Le monsieur en costume avec une canne, le petit canotier sur la tête. Et qu'est-ce qu'il regarde? Donc on peut se dire que c'est peut-être une plage normande par exemple, parce que les Parisiens venaient déjà beaucoup sur les plages normandes à ce moment-là. Et vous avez les falaises, la plage, la mer, les petites cabanes, ça pourrait être Deauville par exemple. Il y a Cabourg aussi. Voilà. Et la population qui vient profiter de ses vacances, qui vient à la plage. Et qu'est-ce qu'ils disent? Oh, horreur, impossible de rester ici, ils se baignent dans notre océan, ils respirent notre air et se font brunir par notre soleil. Alors, vu que c'est dans notre océan, peut-être que c'est plus la côte atlantique, par exemple. Mais bon, peu importe, ça pourrait être la mer, l'océan. Ils se baignent dans notre océan, ils respirent notre air et se font brunir notre soleil. Donc en fait, il faut aussi voir qu'à cette période-là, c'est le début de... pour les femmes, par exemple, d'avoir le teint hâlé. Jusque-là,
avoir le teint bien blanc, ça impliquait qu'on avait de l'argent, on n'avait pas besoin de travailler au soleil pour gagner sa vie. Et ici, Rosalie, ils se font brunir par notre soleil, c'est le début où ça commence bien d'être bronzé. Donc voilà, les bourgeois commençaient à le faire, à se mettre à bronzer. Et là, en fait, la population qui est ici, c'est-à-dire les ouvriers, les gens comme tout le monde qui n'ont pas beaucoup d'argent, viennent profiter de tout le luxe qu'avaient les autres avant, c'est-à-dire le soleil, la liberté, la mer, le temps pour se détendre. Voilà, c'est une critique faite aux bourgeois. Alors, maintenant, on va répondre aux questions. Alors, on reprend. Document 1. Relevez ce qui indique que les ouvriers sont en grève et qu'ils occupent l'usine. Bon, on a plusieurs indices. Déjà, ils le disent dans ce petit texte-là, quand ils disent joie de pénétrer dans l'usine de l'autorisation souriante d'un ouvrier qui garde la porte, joie de trouver tant de sourires, tant de paroles d'accueil fraternel, joie d'entendre en lieu impitoyable le chant, les musiques, des rires. Ça veut dire que les gens sont dans l'usine. Les ouvriers restent dans l'usine et on peut y entrer un petit peu comme on entre dans un moulin. Voilà, c'est vraiment on montre le quotidien de ces ouvriers qui font la fête en fait dans l'usine. Et c'est rajouté par le titre du livre, le titre de l'extrait, on va dire, la vie et la grève des ouvriers métallos. Donc c'est vraiment une période bien précise de l'histoire de France. Début juin 1936, vous avez les ouvriers qui occupent les usines. De plus, on voit cette photo, 10e jour d'occupation de l'usine. Là, tous ces ouvriers restent sur place. Alors peut-être qu'ils font des gardes alternés, tout le monde n'est peut-être pas là en permanence, mais il y a des gens qui restent en permanence sur place pour occuper, c'est-à-dire empêcher le travail de reprendre. Ensuite, est-ce que je le note? Oui, on va le noter là, je m'en souviendrai. Alors, on peut voir que les ouvriers occupent l'usine, car dans le texte, on parle de chant, de danse, non, de musique, pardon, de musique, de rire. C'est une vie quotidienne qui s'est instaurée dans l'usine. Cette information est complétée par la photographie montrant un groupe de grévistes occupant leur usine depuis 10 jours. Voilà, c'est pas parfait, on pourrait faire des plus jolies phrases, mais voilà, je vous referai une correction bien, mais c'est pour que vous l'ayez en tête. Ensuite, deuxième question. Pourquoi le journal titre-t-il La Victoire? Alors, pour ça, il faut que vous sachiez ce que c'est que l'Humanité. Si on regarde bien, organe central du Parti communiste. Ce journal est un journal de gauche. Encore aujourd'hui, l'Humanité, ça existe et c'est toujours un journal de gauche. Il est créé par le Parti communiste, donc évidemment, le Parti communiste souhaitait ces accords. Donc pour eux, c'est une victoire. Il faut que vous sachiez qu'en journalisme, il y a des journaux plutôt de droite et des journaux plutôt de gauche. Il y a certains journaux qui sont assez neutres, mais généralement, quand vous regardez ce qu'on appelle l'éditorial, c'est-à-dire la première page d'un journal, d'un magazine, vous savez à peu près la tendance du journal. Et là, clairement, on le sait que l'Humanité, c'est un fait, c'est un journal de gauche. Voilà, pourquoi? Parce que du coup, c'était le Front Populaire. C'est l'Alliance des gauches qui a gagné, donc c'est pour ça que c'est la victoire des ouvriers sur la bourgeoisie. Ensuite, document 3. Dans quelle ambiance apparente se rencontrent les trois leaders populaires? Si on regarde la photo, ils ont plutôt l'air joyeux et souriants. Que ce soit Léon Blum, Daladier ou Thorez, ils sourient, ils lèvent les mains en l'air, donc ils saluent la foule, et même Léon Blum, fait le point de la victoire. Ou du combat. Genre, continuons le combat. Donc voilà, c'est une ambiance plutôt festive, on sent que c'est une unité entre ces trois hommes. Vous l'avez vu dans le cours, ça ne durera pas pendant des années, mais en tout cas pendant cette période-là, ils se sont unis pour apporter du renouveau à la vie française.
Ensuite, mettre en relation. Alors, le document 4 et 5. Quelle réforme dans le document 4 est évoquée dans le document 5? Donc on va reprendre le document 5. Donc on a dit que ça parlait du temps libre, du loisir. Si on reprend les différentes lois sociales, on a deux choses qui peuvent parler. Semaine de 40 heures. Peut-être que dans les semaines de 40 heures, maintenant, les gens ont leur week-end, c'est-à-dire samedi, dimanche. Pas tous les métiers, mais on va dire pour certains, pour les ouvriers, par exemple, dans les usines. Samedi, je pourrais lire. Peut-être mieux, mon vélo est vieux, mais il roule pendant 2 jours avec la camarade, on pourra partir sur les routes. Donc ça veut dire partir un week-end. Donc là, ils font référence à la semaine de 40 heures. Et enfin, après, ils parlent... et puis on va avoir 12 jours de congés payés. 12 jours où la journée sera gagnée le matin en se levant. C'est-à-dire que quand vous avez les congés payés, vous n'allez pas travailler, mais vous êtes payé comme si vous l'aviez fait. Alors que quand vous travaillez au quotidien, et ben vous travaillez, et le temps de travail que vous faites, c'est ce qui vous est payé. Avec les congés payés, maintenant, vous, même sans aller travailler, vous avez votre salaire sur cette période-là. Donc là, ils font référence aux 2 semaines de congés payés annuels. On a donc une référence directe dans le document 5 aux lois sociales précisées dans le document 4. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous, ça? Si jamais il y avait besoin, vous n'hésitez pas à me redemander par mail ou par message. On réexpliquera s'il le faut. Voilà. Ensuite... Dernière question. Le résumé, je vous l'enverrai en correction. On va pas le faire ensemble. Vous devez apprendre à faire vos résumés. Alors, documents 4, 5 et 6. Quelle critique est prêtée à la bourgeoisie contre quel progrès social? Alors, on a dit que là, la bourgeoisie critique le fait que la basse populace, on va dire, les ouvriers, viennent à la mer, viennent utiliser leur espace personnel. On a donc une population qui rejette l'autre. Donc là, la critique qui est faite à la bourgeoisie, c'est de ne pas accepter le changement, de rester dans leurs petites habitudes où c'est eux qui avaient tous les droits, eux ils pouvaient profiter du loisir, de se détendre, c'était la normalité et les ouvriers devaient eux juste travailler. Eh bien non, les choses changent et là pour eux c'est le changement qui leur plaît pas du tout. Donc voilà, la critique qui est prêtée, c'est le fait qu'ils soient intolérants et restent fixés sur leurs objectifs anciens. Et quel progrès social rejette-t-il? Eh bien tout simplement les lois sociales, toutes les lois qui sont ici. La semaine de 40 heures, donc ça peut être les gens qui viennent pour le week-end. Les congés payés, donc les gens viennent à la mer. Je vous l'ai dit, c'était un peu les vacances de rêve à l'époque. Les billets de chemin de fer, donc ça veut dire que tout, en fait, il critique tout ce renouveau. Peut-être pas l'école, ça c'est pas ce qui les perturbe le plus, mais tout le reste, ça a une incidence sur le fait qu'ils ne sont plus les seuls à profiter du loisir et du bien-être. Voilà, j'espère que cette petite explication aura répondu à vos questions. J'ai corrigé une partie de vos exercices, ça avance bien. Je suis contente, vous avez à peu près bien compris, mais n'hésitez pas si vous manquez d'autres informations. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Plus court, mais au moins ça vous permettra de faire les exercices et d'avoir une correction plus directe. Allez, je vous dis à bientôt, bon courage. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez si jamais vous manquez des petites choses. Et à bientôt.